près de 3 tonnes, un satellite dédié à la télévision directe qui couvrira le Japon. Alors on va repartir sur la zone de lancement. Voilà, vous voyez que la nuit est tombée maintenant, mais par contre rien n'a changé au niveau des installations de cette zone. Rien n'a changé, effectivement. C'est une zone de lancement qui contient donc 3 carnaux, 4 pylônes parafoudres et un château d'eau qui déversera tout à l'heure 1500 mètres cubes d'eau dans un déluge d'eau au moment du décollage. Donc son rôle principal est d'amortir toutes les vibrations acoustiques liées à l'allumage des 2 EAP qui propulsent le lanceur au moment du décollage. Nous allons tout de suite évoquer, Julien, le rôle des bras cryotechniques. Voilà, on a un split screen, un écran partagé en 2, et ces bras relient le lanceur aux mains ombilicales. Oui, donc on voit ces 2 plaques à clapet par lesquelles sont reliés ces bras au lanceur, à l'étage supérieur cryotechnique. Oui. Et ils servent à alimenter en hydrogène liquide d'une part et en oxygène liquide d'autre part les réservoirs de l'ESCA et de réaliser ces compléments de plein jusqu'à la fin de cette séquence synchronisée, juste avant le décollage. Et ces 2 bras se rétracteront, vous apercevrez cela, c'est signe d'un départ imminent du lanceur Ariane 5. Alors on approche du H0, il faut savoir qu'à H0 le moteur Vulcain s'allume, mais c'est à H0 plus 7 secondes qu'avec les 2 EAP, le décollage intervient. On écoute Bruno Gilles pour l'annonce. Voilà, H-1 minute. Voilà, il vient de l'annoncer, donc on est rentré dans la dernière minute du décompte final. Donc nous en profitons pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent en direct pour ces derniers instants de la chronologie finale. Bonjour à Astrium, à la SNECMA. Et puis, bien sûr, à nos 2 clients qui nous reçoivent dans le Connecticut chez Lockheed Martin, au Japon évidemment, et pour SES, eh bien, ça se passe au Luxembourg, dans le château de Besdorf. Sans oublier, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent en Guyane, à Kourou, Cayenne et Sinnamary, et bien sûr tous les internautes qui nous écoutent dans le monde entier sur www.arianespace.com. On sait qu'ils sont nombreux et qu'ils sont proches des gens qui travaillent ici. Voilà, on les salue et nous allons nous taire, vous laisser profiter du spectacle. 4e lancement de l'année pour Ariane 5, avec à son bord Astra 1, BSAT 3, CJ 710. Décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité 0. Allumage du moteur Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Les paramètres à bord sont normaux. Voilà, Ariane 5 a décollé et en 40 secondes, le lanceur a déjà dépassé Mach 1. La vitesse du son, une puissance phénoménale, une accélération impressionnante. 1300 tonnes de poussée en ce moment, en train de propulser Ariane 5 dans le ciel. Oui, alors que déjà au bout d'1 minute, Ariane 5 dépasse les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on aura atteint 50 km et en 3 minutes, il aura déjà atteint 100 km d'altitude. Donc 100 km, cette limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est déjà le vide spatial qui commence. Et nous, on entend gronder le bruit au-dessus de Jupiter. Vous voyez cette fabuleuse traînée de feu là dans le ciel noir de Kourou, poussée fulgurante grâce aux 2 étages à poudre qui assurent pratiquement 90% de la puissance du lanceur en ce début de vol. Oui, donc ces 2 étages à poudre, on l'a vu tout à l'heure, qui mesurent chacun 31 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Ils consomment 2 tonnes de poudre par seconde et ils vont rapidement épuiser leurs 240 tonnes de poudre. On se séparera alors de ces 2 boosters une fois qu'ils seront vides et donc devenus inutiles. Alors ici, à Jupiter, eh bien, on regarde aussi la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5. Pour l'instant, tout est nominal, comme on dit, c'est-à-dire que le petit tracé d'Ariane 5 suit la courbe des références et tout se passe très bien pour notre Ariane 5 à 2 minutes après le décollage. Oui, le lanceur envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer, alors que vous voyez sur ces images que les caméras continuent à suivre
à suivre le lanceur, puisque finalement, malgré cette météo un peu gênante ce soir, on peut le dire, Oui, bah oui. on n'a pas de nuages qui nous permet Oui. de le suivre. Et regardez, bientôt, on va voilà, on va voir les 3 points lumineux, c'est-à-dire le Vulcain au milieu. Et puis, regardez sur ces images de caméra embarquées, on sépare les EAP, on les éloigne avec des fusées d'éloignement. Il y a 8 fusées d'éloignement par EAP, 4 en haut, 4 en bas. Très beau spectacle. Alors qu'on voit très bien sur ces images les 3 points lumineux, donc les 2 EAP, et le lanceur qui continue sa route propulsé par son moteur, le Vulcain 2, le moteur de l'étage principal cryotechnique. Prochaine étape, Julien, le largage de la coiffe. La coiffe d'Ariane, elle est là pour protéger bien évidemment les satellites en début de vol. Oui, donc comme on vous l'a dit, on est déjà, voilà, ça y est, vous le voyez en bas à gauche de l'écran, l'altitude, le grand A, on a dépassé les 100 km d'altitude. Et comme on vous le disait, il n'y a plus ni frottement ni vibration acoustique au-delà de cette altitude de 100 km. Et donc, une fois sorti de l'atmosphère, voilà, c'est annoncé, la coiffe est séparée. Une coiffe de 17 mètres de hauteur et 5 mètres 40 de diamètre, elle est séparée en 2 demi-coiffes. Et là, voilà, on appelle ça la respiration de la coiffe qui bat dans l'espace. Ça continue. Et on a fait une sacrée cure d'amaigrissement. Oui. Voilà. Au décollage, on avait 775 tonnes. La masse après séparation des EAP, 178 tonnes et encore 2,4 tonnes perdues, près de 600 tonnes en 3 minutes. Tout de suite, des explications sur l'arrêt de la chronologie de la première tentative. C'était le 1er juillet. On retrouve Édouard Pérez et Bernard Donat.